Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alexandre Houet ou Houet, puisque les deux prononciations sont tolérées et acceptées par l'Académie française. Donc, Alexandre, on le connaît bien hein, dans le réseau de l'hydrométrie depuis longtemps. C'est vraiment un pilier. Je dirais même que c'est presque un hybride post-humain, puisqu'il, sans intelligence artificielle, il est à la fois ingénieur à EDF, expert aussi à EDF pour la partie opérationnel et reconnu à ce titre vraiment au niveau national et international. Et il est également enseignant et chercheur à l'Université Grenoble-Alpes et donc à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Donc le sujet d'aujourd'hui, Alexandre, il le connaît très bien puisque il est tombé dedans tout petit, dès sa thèse en fait, il y a une vingtaine d'années maintenant, où il a déjà, mis en place enfin à l'époque, c'était vraiment, les travaux pionniers sur la vélocimétrie, la débimétrie par analyse de vidéos, donc qui contribuent au sujet d'aujourd'hui. Mais Alexandre, il travaille aussi sur, toutes les autres techniques en développement pour la mesure des débits, hein, de la DCP à la vélocimétrie radar, en passant par la dilution, les courantomètres, les moulinets, et cetera. Et avec une grosse dimension de ses travaux aussi sur le développement de méthodes pour le calcul et l'estimation des incertitudes, hein, avec l'exploitation des intercomparaisons, la mise en place de méthodes de calcul, en particulier la méthode FLOR, hein, dans le cadre de la thèse d'Aurélien Despax, la méthode SONI-FENI qu'il a développée pendant son séjour en Norvège en 2020 avec le NVE. Donc, on a vraiment affaire à quelqu'un qui est très complet et c'est toujours un plaisir d'écouter ces présentations qui sont en général très bien illustrées. J'espère qu'il y aura quelques photomontages comme d'habitude. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le lancement d'Alexandre, mais je pense que ça va être vraiment très intéressant. Du coup, Alexandre, quand tu veux, il faudra que tu partages Eh bien ton. oui. Juste, du coup, pour les questions, vous pouvez poser des questions dans l'espace de chat, de discussion. On les regroupera et puis vous pourrez aussi en poser en direct à Alexandre après sa présentation. Ok, bah merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez, vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est tout bon. Parfait. Merci Jérôme pour cette introduction. J'espère que je serai à la hauteur des attendus, autant sur le fond que sur la forme maintenant. Je fais juste une petite correction tout de suite parce que j'ai travaillé pendant 3 ans à l'Université de Grenoble en tant que professeur associé. Maintenant, je ne le suis plus, j'ai terminé mon contrat. Donc voilà, je suis de retour à EDF à 100%. En tout cas, merci beaucoup Jérôme pour cette présentation. Et en effet, je crois que ça fait plus de 20 ans qu'on a la chance de collaborer avec Jérôme, par exemple. Donc, on a une histoire hydrométrique assez longue. Merci Virginie et merci la SHF pour m'avoir proposé de faire ce webinaire. Je suis très content de pouvoir le faire et on va parler pendant... Je vais lancer mon chrono d'ailleurs. Hop, voilà. On va parler pendant un petit temps de méthodes non intrusives pour l'estimation des vitesses et des débits en rivière. Donc moi, je m'appelle Alexandre Houet, je suis chargé d'affaires à EDF DTG, au service réseau eau environnement Est. Mais les travaux que je vais présenter sont du développement d'EDF, mais aussi de co-développement avec des partenaires avec qui on a eu la chance de travailler, l'Université Grenoble-Alpes et le laboratoire IGE, et puis bien sûr tous les partenaires au sein du groupe Doppler Hydrométrie, qui est bien sûr une section de la SHF. Alors, ça passe pas, mais ça va marcher. Voilà, très bien. Donc, je travaille aujourd'hui à EDF, voilà, et c'est vrai que pour EDF, la ressource en eau est extrêmement importante. Nos activités sont très liées à l'hydroclimatologie, puisque la ressource en eau et l'aléa climatologique, c'est à la fois pour nous une chance, puisque c'est de là qu'on va tirer une ressource gratuite et renouvelable pour l'hydroélectricité, mais aussi pour le refroidissement des centrales thermiques et nucléaire. Ça peut être une contrainte quand on doit partager la ressource, et voilà, aujourd'hui on doit le faire dans pas mal d'endroits avec différents acteurs. Et puis parfois l'aléa hydroclimatologique est aussi une menace en cas d'événements extrêmes, que ce soit les crues. On imagine bien qu'il faut pouvoir gérer les événements, gérer les ouvrages EDF en toute sécurité pendant les crues, mais aussi aujourd'hui les étiages qui viennent poser d'autres problèmes.
Donc EDF gère pour cela son propre réseau de mesure et un service de prévision hydroclimatologique dans une unité d'ingénierie à laquelle j'appartiens qui s'appelle la DTG, qui existe depuis 1946, donc on a 80 ans cette année. Aujourd'hui, on gère un réseau de mesure hydro-environnemental d'environ 1100 points de mesure, que ce soit des grandeurs autour du débit des rivières, la précipitation liquide, solide, des hauteurs et valeurs en eau de la neige, la température de l'air, les sédiments, des paramètres physico-chimiques, etc. Et vous voyez sur la carte, j'ai mis la carte de nos stations pour lesquelles on mesure des débits à EDF. Vous voyez nos stations sont axées autour des régions montagneuses du fait de notre histoire autour de l'hydroélectricité. Connaître le débit des cours d'eau, c'est essentiel pour EDF et pour beaucoup d'autres acteurs pour de nombreux enjeux. Tout d'abord, surveiller et prévenir les événements extrêmes. Pour la gestion de la ressource en eau et les partages des usages autour de cette gestion, mais aussi pour les activités autour de l'hydroélectricité et de la conception des ouvrages hydrauliques. Bien sûr, c'est les données d'entrée pour la modélisation hydrologique ou hydraulique, et puis être capable de suivre le débit des rivières pendant le temps, c'est un témoin du changement climatique. Donc pour tous ces besoins, on souhaite la plupart du temps avoir des hydrogrammes, c'est-à-dire des chroniques temporelles de débit, en permanence et en temps réel si possible, et sur les historiques les plus longs possibles. Je pense que pas mal d'entre vous savent que en fait, des débits, on ne peut pas les observer directement, les débits en rivière. Donc en fait, on produit des hydrogrammes par le biais d'un proxy qui est la mesure des hauteurs d'eau en un site. Donc en fait, au niveau de la station hydrométrique, on ne mesure que la hauteur d'eau. On va y réaliser aussi des jaugeages, donc des mesures ponctuelles de débit avec différentes techniques, on y reviendra un peu après, nous permettant de constituer des courbes qu'on dit de tarage dans le jargon, c'est-à-dire des relations qui sont liées au site de la station hydrométrique entre la hauteur d'eau et le débit. Et donc, une fois qu'on a la courbe de tarage, la chronique temporelle de hauteur d'eau passant par la courbe de tarage va nous donner la chronique temporelle de débit qu'on appelle l'hydrogramme. Voilà. Donc, on voit que les observations de débit, c'est un produit qui est finalement très élaboré et qui n'est pas mesuré directement. Pour réaliser les jaugeages, les mesures de débit ponctuelles, l'hydromètre, donc dans notre jargon, quand on parle d'hydromètre, on considère que c'est les personnes qui réalisent les mesures de débit en rivière. L'hydromètre a une boîte à outils qui est assez complète. Et la plupart des instruments traditionnels, je vous en ai illustré quelques-uns ici sur cette diapositive, que ce soit les courantomètres sur perche, on voit ici un moulinet mécanique, les méthodes par dilution ou les méthodes par ADCP, donc par profileur acoustique Doppler. Toutes ces méthodes sont dites intrusives, puisqu'en fait, elles ont un contact, soit l'opérateur, soit l'instrument doit être en contact avec l'eau. Ce sont des méthodes qui sont souvent robustes et précises, mais qui ne sont pas applicables aux conditions de crue. Voilà, on commence à comprendre ici avec ces quelques images pourquoi on risque d'avoir des problèmes avec des méthodes intrusives dans des conditions hydrauliques de crue. Il y a les fortes vitesses, beaucoup de débris flottants, ça rend donc la mesure trop dangereuse ou le déploiement d'instruments impossible. Et puis, il y a aussi une question de dynamique, c'est-à-dire que ces écoulements de crue sont très instationnaires, le débit varie très rapidement, et les jaugeages traditionnels prennent trop de temps, en fait, le temps de réaliser une mesure à la DCP ou une mesure au moulinet. Souvent, le débit a beaucoup varié et on ne peut pas vraiment rattacher la hauteur à l'échelle à un jaugeage. En conséquence, nos courbes de tarage, nos relations hauteur-débit, en fait, les jaugeages s'arrêtent un moment et les courbes de tarage doivent être extrapolées vers les hauts débits. Et quand on extrapole, on n'est plus dans la gamme jaugée, et donc il y a plus d'incertitudes, voire des biais possibles. Et forcément, cette incertitude et ces biais se répercutent directement sur les hydrogrammes de crue, avec des conséquences qui peuvent être importantes pour toutes les problématiques dont on a parlé avant, la modélisation hydrologique, la prévision des épisodes extrêmes, le dimensionnement des structures en rivière, par exemple les évacuateurs de crue pour les barrages d'EDF. Donc une alternative intéressante sur laquelle je vais faire cette présentation, c'est les méthodes de jaugeage qu'on dit non intrusives. Alors, quand on parle de méthodes non intrusives, en fait, on parle avant tout de techniques de mesure sans contact des vitesses d'écoulement. Et on va voir qu'il y a deux classes principales de méthodes non intrusives. Les méthodes basées sur l'analyse du décalage Doppler d'éco-radar, qu'on va souvent regrouper sous le sigle SVR pour Surface Velocity Radar, et puis les méthodes dites d'analyse d'image. Alors, les mesures de vitesse sans contact, ça date pas d'hier. C'est sûrement la méthode la plus ancienne pour mesurer des vitesses en rivière. C'est la méthode des flotteurs, en fait.
et on retrouve des traces historiques de mesures de vitesse d'écoulement avec des flotteurs dès le XIe siècle sur le fleuve Jaune, et puis dès le XVe siècle, il paraîtrait que Léonard de Vinci aurait déjà mesuré la vitesse de l'eau par des suivis de flotteurs, et il y a des petites gravures là qui l'illustrent. La méthode des flotteurs, elle est encore utilisée aujourd'hui, particulièrement par exemple au Japon ou en Corée du Sud, où ils ont développé des protocoles et des types de flotteurs qui leur permettent de réaliser ces mesures-là. Ces méthodes, elles ont quand même été remplacées par des méthodes plus automatisées et permettant des meilleures précisions. Et donc, on va commencer par parler des méthodes dites de radar Doppler. Alors, quel est le fonctionnement? En fait, on a un émetteur Doppler qui envoie donc une onde électromagnétique de fréquence connue vers la surface libre de l'écoulement. Cette onde radar, elle est rétrodiffusée par les vaguelettes, les irrégularités de la surface libre, et elle revient vers l'appareil. Et donc, on va mesurer un écho rétrodiffusé qui sera affecté par un décalage Doppler proportionnel à la vitesse de déplacement des vaguelettes. Donc, si on fait l'hypothèse que les vaguelettes se déplacent à la vitesse de l'eau, on aura une mesure de la vitesse de surface de l'écoulement par l'analyse des différences de fréquence entre la fréquence émise et la fréquence rétrodiffusée. Alors, il faut noter qu'on ne mesurera qu'une vitesse radiale, donc dans l'axe de tir du radar. On peut déployer ces méthodes SVR de plusieurs façons. On voit ici, alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand on mesure une vitesse radiale, il faut quand même que l'appareil soit orienté dans l'axe de l'écoulement. On ne peut pas faire des mesures depuis la berge, ou alors c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus incertain. Donc, la plupart du temps, on les déploie dans l'axe de l'écoulement. On peut les déployer par des appareils tenus à la main ou sur un trépied. On parle de radar gun, pistolet radar. Voilà, on voit ici quelques exemples de déploiement, dont un déploiement par notre cher président de la commission hydrométrie de la SHF, ou des stations aussi fixes à demeure, comme on le voit sur la droite, qui là vont faire de la mesure en permanence et en temps réel de la vitesse de surface au droit du radar. L'avantage de ces appareils, c'est que, bien sûr, ce sont des mesures sans contact, donc qui peuvent être faites en toute sécurité. On ne va pas dans l'eau, il n'y a pas de contact avec l'eau. Il faut beaucoup de rugosité de surface pour faire les mesures, mais ça tombe bien parce qu'en crue, il y a beaucoup de rugosité de surface ou de débris flottants, donc c'est des bonnes conditions pour les mesures radar. Les mesures peuvent être faites de jour comme de nuit. C'est des mesures qui demandent peu, voire pas du tout de post-traitement. On verra que ça peut être aussi un défaut de ces mesures. Et c'est des mesures qui sont assez parcimonieuses en énergie et en données. Ici, je vous montre un exemple d'une courbe de tarage. En fait, on ne voit pas la courbe, mais on voit le jeu de jaugeage, donc la relation entre la hauteur et les jaugeages, avec un paquet de jaugeage qui avait été réalisé en noir ici avec des méthodes classiques pendant 40 ans. Et on voit que le radar SVR permet d'aller attraper des débits beaucoup plus forts du fait de son caractère non intrusif. Mais il y a aussi des limites d'application. Alors, il y a besoin de rugosité pour rétrodiffuser l'onde. Donc, en effet, si la surface libre est trop lisse, le radar SVR ne pourra pas fonctionner. Comme on l'a dit, on mesure une vitesse radiale, donc il faut déployer l'appareil depuis un pont ou une passerelle, ce qui peut être problématique parfois. En tout cas, ça met des limites. Aujourd'hui, les radars de surface ont des incertitudes assez élevées pour les faibles vitesses, particulièrement parce qu'en fait, à faible vitesse, comme on mesure la vitesse de vaguelette et pas vraiment la vitesse de l'eau, on a des impacts très forts de problèmes environnementaux. Par exemple, le vent va venir perturber fortement la vitesse de surface, surtout à faible vitesse. Donc, ces appareils qu'on ne peut pas déployer pour des vitesses moyennes ou plutôt faibles. Mais voilà, bon, Jérôme en a parlé, mais en effet, on a quelques petits photomontages, tout ça pour dire que le plus important avec les SVR, c'est surtout qu'ils donnent l'air cool quand on mesure avec. Et voilà, Chuck Norris n'aurait pas dit le contraire. Ce sont des outils, les radars SVR, qui maintenant sont à un niveau de maturité qui est important, ont des outils très opérationnels. Il y a de nombreux modèles de radars SVR qu'on peut retrouver sur étagère, proposés par différents fabricants. Je vous ai mis une galerie ici, mais elle est pas du tout exhaustive, hein, donc il y en a d'autres. Mais on voit qu'on a des appareils fixes ou des appareils de type radar gun, pistolet radar, là, il y a plusieurs modèles. Un des intérêts, je trouve, pour ces radars SVR, c'est qu'ils sont d'une grande simplicité d'utilisation. Par exemple, avec les pistolets radar, en gros, il suffit d'appuyer sur la détente et on a une vitesse qui s'affiche à l'écran. Et ça, c'est vraiment un point qui est clé pour des outils
dédié à la crue, à la mesure en crue, parce qu'en fait, comme il n'y a pas souvent des crues, fort heureusement, on ne pratique pas souvent ces méthodes. Et il est vraiment très important pour l'opérationnel que ces méthodes soient simples à déployer. Sinon, bah, on perd l'habitude et on ne sait plus comment les déployer. Par contre, le côté obscur de cette simplicité, c'est souvent que ces appareils, en fait, c'est des boîtes noires. Le principe de mesure lui-même, il est très complexe. On va chercher un spectre, radar et tout ça. Il y a beaucoup de bruit de fond. Et en fait, souvent, l'utilisateur a très peu de paramètres à sa main, parce que aussi, ils sont difficiles à comprendre, ces paramètres. Et donc, il y a très peu de contrôle qualité compréhensible par l'utilisateur. Donc, en fait, on est un peu obligé de prendre le résultat tel qu'il est. Certains fabricants nous donnent des critères qualité, mais ils sont vraiment pas faciles à appréhender. Donc, on fait un peu confiance à ces boîtes noires. Donc, ça, c'est un inconvénient de ces radars SVR. L'autre catégorie d'outils qu'on peut utiliser pour faire de la vélocimétrie non intrusive, c'est tout ce qui concerne l'analyse d'image. Donc, par analyse d'image, ça veut dire qu'on va mesurer des vitesses d'écoulement de la surface libre à partir d'images ou de vidéos. Alors, dans la famille vélocimétrie par analyse d'image, en fait, il y a beaucoup de différentes techniques possibles. Vous avez peut-être déjà entendu, elles ont chacune leur sigle. On entend parler de LSPIV, de PTV, de STIV, de flux optique, voilà. Pareil, là, la liste n'est pas exhaustive. En tout cas, toutes ces méthodes, elles ont des facteurs communs. C'est que la plupart, elles ont besoin de traceurs visibles sur les images. C'est-à-dire que ce qu'on va suivre pour mesurer les vitesses, c'est des traceurs visibles qu'on peut voir se déplacer. Que ce soit des traceurs naturels, par exemple en crue, de l'écume, des turbulences, des vaguelettes, des débris flottants, ou alors des traceurs qu'on peut ajouter de façon artificielle dans l'écoulement, des chips de maïs, des copeaux de bois. Des collègues ont fait des mesures avec de la litière de lapin il n'y a pas longtemps, ça fonctionne aussi. Donc, peu importe, tant que ces traceurs sont représentatifs de la vitesse de surface de l'écoulement. Alors, pour vous illustrer une de ces méthodes, je vais vous parler d'une que je connais bien, puisque comme Jérôme l'a dit, depuis ma thèse, j'ai travaillé sur le développement de cette méthode. C'est la méthode LSPIV, mais en fait, on va voir que la plupart des étapes sont communes à toutes les méthodes d'analyse d'image. En gros, la première étape, c'est juste enregistrer une vidéo d'un écoulement avec un média quel qu'il soit, hein, donc un téléphone, une caméra de vidéosurveillance, on voit un drone également. Cette vidéo, on va pouvoir l'importer dans un logiciel, la stabiliser si jamais la personne qui a fait la vidéo n'était pas complètement stable ou si le drone pouvait avoir des mouvements. Ensuite viendra une étape qu'on appelle l'orthorectification. En fait, les images brutes qu'on acquiert sur une vidéo, elles ont des distorsions de perspective, hein. On voit bien sur cette image ici du Gave de Cauterets à Cauterets dans les Pyrénées, qu'en fait, la rivière paraît plus étroite dans le champ lointain que dans le champ proche. En fait, c'est une histoire de distorsion. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, à la fin, c'est d'estimer des vitesses en mètres par seconde. Donc, il va falloir mettre ces images en échelle métrique. Donc, pour ça, on va s'appuyer sur des points de repère, qui sont les points rouges que vous voyez sur l'image, des points visibles sur les images, dont on peut relever les coordonnées réelles X, Y, Z avec des outils de topographie, qui nous permettent de générer des ortho-images, c'est-à-dire des images comme si elles étaient vues de dessus, corriger des distorsions de perspective et à l'échelle métrique. Avec une hypothèse assez importante, c'est celle que la surface libre de l'écoulement est un plan. Ce n'est pas toujours le cas. Et ensuite, sur ces ortho-images, on va pouvoir suivre des motifs qui sont en fait constitués de traceurs, comme on disait, naturels ou artificiels. Et en fait, on va utiliser, c'est là où les différents algorithmes, que ce soit la PIV, la PTV, la STIV, ont des méthodes différentes. Mais par exemple, en LSPIV, on va faire de la corrélation statistique entre des petites vignettes pour suivre des motifs visibles de l'écoulement qui nous permettent, sur chaque paire d'images de la vidéo, d'estimer, de calculer un champ de vitesse instantané en surface. Et puis, si on a une vidéo qui dure plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes, on va pouvoir moyenner tout ça pour avoir un champ de vitesse moyenné de la surface libre. Une fois qu'on a ce champ de vitesse de surface moyen, on peut, si on connaît la bathymétrie d'une ou plusieurs sections en travers, avec des hypothèses sur la distribution verticale des vitesses, j'y reviendrai après, on peut calculer un débit à partir de ces vitesses de surface. Alors là aussi, on voit que l'analyse d'image apporte des avantages importants. On a une mesure déjà qui peut être très rapide, hein. Là, on voit qu'en quelques secondes de vidéo, quelques dizaines de secondes de vidéo, avec des vidéos, par exemple, à 30 images par seconde, en 10 secondes, on a 300 images, 299 champs de vitesse, et on arrive déjà à avoir une estimation robuste du champ de vitesse de surface,
et on voit qu'on l'a sur toute la surface de l'écoulement. Donc en fait, en 10 secondes, on a réalisé notre jaugeage. Donc là, à 10 secondes, ça revient sur des gammes de temps où on peut considérer que même en crue, l'écoulement est permanent. C'est aussi une méthode sans contact, hein, donc, qui peut être réalisée en toute sécurité, même pendant les crues. Et puis, un intérêt que j'ai cité juste avant, c'est que cette méthode par imagerie permet des mesures sur de grandes surfaces, en particulier lorsque les images sont prises par des drones, comme on le voit ici sur l'image à droite. Et en plus, le radar, lui, nous offrait une mesure d'une vitesse radiale dans l'axe de tir du radar. Là, avec l'imagerie, on a un champ de vitesse de surface, mais bidimensionnel, des vitesses XY, en gros, VX, VY, sur toute la surface imagée. Des inconvénients sont aussi présents, hein. Il faut qu'il y ait des traceurs visibles de l'écoulement. On l'a dit, alors heureusement, en crue, souvent, ces traceurs visibles existent. Par contre, ces méthodes deviennent plus difficiles à appliquer lorsqu'on a des écoulements calmes où on n'a pas de structure visible, de motifs visibles sur la surface libre. Et puis, bien sûr, c'est également une mesure qui est sensible aux conditions environnementales. On peut bien sûr imaginer que s'il y a du vent, par exemple, nos traceurs peuvent être perturbés, mais on va être aussi perturbé par les conditions d'éclairage. De nuit, ça va moins bien marcher, à moins qu'on ait un éclairage externe. Les réflexions du soleil sur la surface, les ombres portées, tout ça peut être des sources d'erreurs dans la mesure. Je vous mets quelques illustrations pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on fait à EDF avec l'hydrométrie par analyse d'image. Ici, vous avez un exemple de mesure en crue avec une vidéo faite depuis un smartphone, donc depuis le sol. On fait la vidéo sur le téléphone. Vous voyez en rouge des points qui ont été relevés et qui sont visibles sur l'image, qui permettent de générer une ortho-image au milieu et de calculer un débit si on connaît, comme on a dit, la bathymétrie de section et avec des hypothèses hydrauliques. Une application qui devient de plus en plus courante, c'est des mesures ponctuelles par imagerie, mais avec des vidéos prises depuis un drone. L'intérêt du drone, en fait, il y a 2 gros intérêts, ou même 3 gros intérêts pour le drone. D'une part, le drone va vous permettre en fait, d'aller un peu où vous voulez et d'aller chercher en fait, sur le bief de rivière la zone, l'endroit dans la rivière où on a un écoulement qui est le plus adapté pour faire de l'hydrométrie. L'hydrométrie non intrusive n'enlève en rien les bonnes pratiques à faire pour l'hydrométrie classique, c'est-à-dire choisir une section où en fait, on a un tronçon qui est le plus uniforme possible, c'est-à-dire une bathymétrie et des vitesses qui sont les plus simples et les plus uniformes possibles. Donc le drone permet ça, de se déplacer un petit peu et d'aller chercher ces conditions les plus uniformes possibles. Le drone, il permet aussi de faire des vidéos prises au nadir, c'est-à-dire on aura la caméra et l'axe de vue perpendiculaire à l'écoulement, et ça permet de ne pas avoir de déformation de perspective. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on n'est plus obligé d'avoir des points de repère sur l'image, mais une simple mise à l'échelle avec un élément de taille connu suffit. Par exemple, ici, dans l'exemple que je vous montre, 2 cibles positionnées sur le pont, comme vous le voyez sur la petite vignette à droite, suffisent à mettre à l'échelle toute l'image et suffisent pour orthorectifier les images. Et ensuite, le drone permet en fait d'imager des surfaces qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on pourrait faire avec une caméra au sol. Et donc, on peut avoir comme ça des champs de vitesse sur des rivières qui sont larges, voire même sur des tronçons de rivières. Et puis, le drone, c'est quand même une méthode qui est très sûre aujourd'hui pour acquérir des images en vue zénitale. Alors, il y a d'autres méthodes pour acquérir des images en vue zénitale, mais elles sont relativement moins sûres et moins conseillées par le groupe Doppler hydrométrie. On a aussi un déploiement de caméras sur des stations qu'on dit stations fixes. Donc là, je vous montre une petite galerie de stations qu'on a à EDF DTG. Là, on va installer une caméra en fait au niveau de notre station hydrométrique classique. Et puis, l'acquisition vidéo peut se faire de façon continue ou déclenchée sur des dépassements de seuil, par exemple uniquement pour les hautes eaux. Et on peut faire des calculs de vitesse et de débit en temps réel ou en post-traitement selon les moyens technologiques qu'on a déployés. Et en gros, dans ce cas-là, on est sûr de ne pas rater les crues, à moins si elles arrivent. Si elles arrivent la nuit et qu'il n'y a pas d'éclairage, on va quand même les rater. Mais en tout cas, la caméra permet d'avoir des images quand on le veut, tout le temps. Une autre application qui est intéressante et qui nous a permis des fois de calculer des débits d'intérêt, c'est l'utilisation de vidéos de témoins. Parfois, pendant les épisodes de crue, il n'est pas possible de se rendre jusqu'au site de mesure d'intérêt parce que les routes sont coupées, par exemple, ou parce que quand une crue arrive, souvent elle touche des zones géographiques importantes et les équipes de terrain ne peuvent pas être partout.
Par contre, si nous, on n'y est pas, on peut être assez certain qu'il y aura des gens qui y étaient et qui ont filmé et qui ont mis ça sur des plateformes Internet, sur des réseaux sociaux, ou je ne sais quoi. Et en fait, on retrouve après les épisodes de crues majeures des dizaines, voire des centaines de vidéos de témoins de crues. Et en fait, l'intérêt de l'imagerie, c'est qu'on peut exploiter ces matériels qui sont faits en fait par des témoins. Ces vidéos n'ont pas été faites dans l'objectif de faire de l'hydrométrie, mais elles sont exploitables en hydrométrie. Il suffit de trouver une vidéo d'intérêt, de contacter l'auteur et d'obtenir son accord, ce qui est souvent l'étape la plus difficile du process, parce que retrouver quelqu'un qui a fait une vidéo sur YouTube, c'est pas évident. Et puis on peut appliquer ensuite toute la démarche d'analyse d'image, orthorectification, mesure du champ de vitesse, calcul du débit. Ça se fait aussi avec des vidéos de témoins. Ces méthodes par analyse d'image, elles sont en plein essor. D'une part parce qu'en effet, aujourd'hui, tout le monde a une caméra sur son téléphone ou autre, et donc tout le monde peut faire des vidéos qui est le matériel de base pour mesurer des vitesses. Il y a aussi de nombreuses solutions de logiciels d'analyse d'image. Je vous en ai mis ici quelques-uns, pareil, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a aussi des fournisseurs qui proposent des solutions que j'appelle ici intégrées, c'est-à-dire matériel plus logiciel plus superviseur. On a quand même la chance en France d'avoir des entreprises qui ont été pionnières dans ce domaine et qui font un travail d'excellente qualité, donc sur lesquels on peut aussi s'appuyer pour avancer. Mais je vais quand même faire la pub d'un logiciel en particulier, puisque c'est celui qu'on co-développe ici à EDF en partenariat avec INRAE, Jérôme en particulier, avec la CNR. C'est le logiciel FUDAL SPIV. Voilà, donc c'est un logiciel qu'on développe depuis 2009, donc ça montre un peu la durabilité de notre relation professionnelle avec Jérôme. Un logiciel qui est gratuit et libre, où vous trouvez une version Windows ou Linux en français et en anglais, et je vous ai mis ici un petit peu les liens pour aller rechercher ce logiciel, qui peut être utilisé avec une interface homme-machine pour faire du jaugeage ponctuel, mais aussi en version script pour des stations fixes. Alors, si on fait un petit bilan des méthodes, on voit que ce soit le radar SVR ou l'analyse d'image, c'est deux méthodes qui sont vraiment des alternatives très intéressantes pour les mesures de vitesse d'écoulement en crue. On a vu qu'elles ont des limitations et finalement en crue, ces limitations deviennent presque des avantages. On a besoin de vaguelettes pour le SVR, on en a en crue. On a besoin de traceurs pour l'imagerie, ça tombe bien, on en a en crue aussi. Donc, ces méthodes, elles nous permettent maintenant d'avoir des estimations assez robustes des vitesses de surface pendant les épisodes de crue. Le problème, c'est que le débit, ce n'est pas que la vitesse. Le débit, c'est la conjonction, la multiplication entre l'air mouillé de la rivière et la vitesse débitante, qui est la représentation de la distribution des vitesses dans une section en travers de la rivière, comme on le voit sur cette figure. Il est donc nécessaire pour le haut débit de ne pas seulement avoir les vitesses, mais aussi de pouvoir estimer la distribution des vitesses dans l'écoulement à partir des vitesses de surface que nous donneront les méthodes non intrusives. On aura aussi besoin de pouvoir mesurer la bathymétrie des sections ou de tronçons pendant les crues. Et tout ça, on va voir que ce n'est pas simple. Alors, pour tout ce qui est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'écoulement en termes de vitesse, on peut avoir deux besoins différents. Le premier besoin, c'est quand on fait du jaugeage par SVR mobile avec les pistolets SVR ou par imagerie. Finalement, sur une section en travers de rivière, on a des vitesses de surface qui ont été mesurées. Pour avoir le débit, il nous faut la bathymétrie d'une section, j'en parlerai après, et puis il faut qu'on puisse estimer à partir de la vitesse de surface quelle est la vitesse moyennée sur la profondeur à l'endroit où on a fait chaque mesure de vitesse. Et ensuite, on pourra calculer le débit avec ça en utilisant par exemple la méthode de la section médiane. Là, on voit qu'un élément clé, c'est d'avoir cette relation entre vitesse de surface et vitesse moyennée sur la profondeur. Alors, on l'appelle souvent le coefficient alpha, c'est le ratio entre la vitesse moyennée sur la profondeur et la vitesse de surface. Donc, c'est finalement un coefficient qui est, on imagine, inférieur à 1, qui va nous permettre de réduire la vitesse de surface pour l'amener à la valeur de la vitesse moyennée sur la profondeur. Si on regarde un petit peu la théorie de la loi de la paroi en hydraulique nous dit que pour des formats classiques de rivière, je vais dire rapidement, ce coefficient alpha devrait se situer entre 0,8 et 0,9. Voilà, j'ai mis quelques exemples de figures là, adaptés d'un article de Jérôme Lecause et puis de Graham Smart. Donc ça, c'est ce que nous dit la théorie, mais bien sûr, la théorie, c'est une chose, et des fois, il peut y avoir des différences entre la théorie et l'expérimental. Donc, nous, on s'est intéressé à voir un peu ce que ça donnait dans la vraie vie.
Pour ça, on a appuyé une étude sur un jeu de jaugeage d'à peu près 4500 jaugeages au courantomètre sur perche et d'à peu près 2100 jaugeages à la DCP réalisés par EDF DTG sur 220 stations, dont je vous ai mis ici la cartographie. Alors, vous voyez que les débits vont depuis de tout petits débits jusqu'à des débits de l'ordre de plus de 2000 mètres cubes par seconde. Donc, on a quand même une panoplie, un bestiaire de rivières qui est assez grand. Et sur tous ces jaugeages, on est venu calculer explicitement la valeur du coefficient alpha, donc la valeur du coefficient entre vitesse moyennée sur la profondeur et vitesse de surface. Je vais aller très vite sur les résultats, mais vous voyez que ce soit sur les box plots de la figure de gauche, que généralement, on retrouve des valeurs du coefficient alpha qui sont situées entre 0,75 et 0,95. Donc, on retrouve plutôt bien des valeurs proches de la théorie. On peut voir sur le graphique de droite que le coefficient alpha, il a tendance à augmenter avec le rayon hydraulique, ce qu'on pouvait attendre, parce qu'en fait, plus il y a d'eau qui viennent noyer les frottements de fond, plus on peut s'attendre à ce qu'on s'approche d'un coefficient de 1. Mais on voit aussi que même si globalement les coefficients sont entre 0,75 et 0,95, il y a des valeurs qui peuvent être extrêmes, de 0,6 jusqu'à 1,2. Et forcément, quand on estime un débit à partir de la vitesse de surface, le biais qu'on a sur le coefficient alpha, ça sera directement le biais qu'on a sur la valeur de débit à la fin. Donc on voit qu'il y a des situations particulières qui peuvent faire qu'on a des coefficients alpha très particuliers, qui peuvent induire donc des biais si on utilise un coefficient classique, par exemple de 0,85. On a pu identifier que ces coefficients particuliers, ils étaient là, par exemple, quand on a un écoulement à l'aval d'un pont. Donc, on va avoir une perte de charge importante au niveau du pont ou un écoulement qui déborde, donc en fait qui s'élargit puis qui se rétrécit, qui va faire aussi des choses particulières avec un seuil à l'aval. Tout ça, ça peut venir faire des coefficients qui ont des valeurs différentes. Quand on utilise les radars SVR en station fixe, donc en position fixe, ou avec l'analyse d'image, on peut avoir, sur une section en travers de bathymétrie et de hauteur d'eau connue, une mesure de la vitesse maximale de surface en un point. C'est ce que nous donnent souvent les stations radar. Hein. Le radar nous donne la vitesse souvent au milieu de la rivière, donc on va dire que c'est la vitesse maximale de l'écoulement. Voilà, Vmax. Et dans ce cas-là, on voudrait calculer le débit comme étant la multiplication de la vitesse débitante et de l'air mouillé. Et on veut estimer la vitesse débitante à partir de la vitesse maximale de surface. Donc là, on a une nouvelle équation qui apparaît. On veut estimer cette vitesse débitante que j'appelle V débit ici, à partir de la Vmax, avec un nouveau coefficient. Alors, je ne l'ai plus appelé alpha, mais je l'ai appelé phi ici. Et donc, le débit serait l'air mouillé fois la vitesse débitante. Pareil, que nous dit la théorie? Là, la théorie, et particulièrement les lois de l'entropie qui ont le vent en poupe en ce moment, nous disent qu'au niveau de l'abscisse qui montre la vitesse maximale en surface, on devrait avoir une relation invariante entre cette vitesse maximale et la vitesse locale à une profondeur P. Et en fait, on a un paramètre qui arrive ici, qui sort des lois de l'entropie, c'est le paramètre de la distribution de probabilité, M, qui est propre à une section et invariant. Et donc, en fait, si on recombine l'équation du dessus pour la généraliser à la section entière, on voit que notre coefficient phi, le ratio entre la vitesse débitante et la vitesse maximale de surface, il ne dépend que de ce coefficient m. Donc, normalement, phi doit être propre à la section et invariant. Donc ça a l'air super intéressant, mais pareil, c'est de la théorie. On va voir ce qui se passe quand on fait l'expérience. Donc, on a réutilisé le même jeu de données expérimentales. Et puis, on est venu, donc là, sur ces graphiques, vous avez un exemple de 6 stations, mais on a fait ça pour les 200 stations du jeu de données. Et vous voyez en abscisse la vitesse maximale de surface extraite des jaugeages ADCP ou des jaugeages au courantomètre de la base de données que je vous ai montré tout à l'heure. Et en ordonnée, la vitesse débitante calculée aussi par ces jaugeages. Et on voit que ce lien, il a l'air en effet d'être linéaire, robuste. Là, les deux couleurs rose et bleu que vous pouvez voir, c'est le jeu de données ADCP et courantomètre. C'est pour ça qu'il y a les deux couleurs. Vous voyez d'ailleurs qu'ils sont tout à fait, ils donnent les mêmes résultats. Ils sont très cohérents. Et en fait, on voit que ça marche très bien. Sur les plus de 200 stations qu'on a, on a une relation linéaire entre la vitesse maximale et la vitesse débitante robuste pour quasiment toutes nos stations, avec des très bons coefficients de détermination, identiques, comme j'ai dit, entre les courantomètres et la DCP.
et une valeur de ce coefficient phi qui finalement est avec assez peu de dispersion. Phi peut varier entre 0,5 et 0,9, mais on a plus de la moitié des valeurs qui sont comprises entre 0,6 et 0,7, très proche en fait, avec une valeur moyenne de 0,65, qui est exactement la valeur théorique qui est prédite par les lois de l'entropie. Donc, très honnêtement, on était assez surpris de trouver que ça marche aussi bien. Ce qui nous a encore plus surpris, c'est le fait que cette relation linéaire entre la vitesse maximale et la vitesse débitante, elle n'est pas sensible au détarrage. C'est-à-dire que quand on analyse une chronique de jaugeage longue sur un site très instable, là j'ai pris un archétype de site instable à EDF-DTG, c'est la station du Drac à la Guinguette, où à peu près à chaque jaugeage, on retrace une courbe de tarage. Du fait on est sur une rivière de montagne dynamique avec des sédiments qui sont mobiles. Donc vous voyez un peu la population de courbes de tarage sur le graphique en bas à gauche, vous voyez leur dispersion. Par contre, sur le graphique en bas à droite, vous avez l'ajustement de tous les jaugeages sur tout l'historique, c'est-à-dire depuis 1995. On a tracé presque 50 courbes de tarage. Par contre, le lien entre vitesse maximale de surface et vitesse débitante, lui, il est resté complètement stable et il résiste au détarrage finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse énormément parce que c'est une option intéressante pour l'hydrométrie des sites qui peuvent être très dynamiques et très instables. Voilà, ça c'était le premier point, comment on passe de la vitesse de surface à des vitesses dans l'écoulement. L'autre point d'intérêt, comme on l'a dit, c'est comment on peut estimer la bathymétrie de façon non intrusive, parce que c'est bien joli d'avoir des vitesses et même des vitesses moyennées sur la profondeur, mais si on ne connaît pas l'air mouillé, on n'aura pas le débit. Il y a des méthodes non intrusives qui existent pour mesurer la bathymétrie. Je vous en ai mis certaines ici, du radar géologique pénétrant, de l'imagerie stéréoscopique, des techniques d'imagerie qu'on dit structure from motion, donc à partir de recoupement d'images, ou des scans avec des lidars rouges et verts. Le problème de toutes ces méthodes, c'est qu'elles ne fonctionnent pas en crue, pour différentes raisons, mais en fait, souvent dû au fait que l'eau est trouble avec des matières en suspension pendant les épisodes de crue. Des solutions palliatives qu'on peut faire, c'est par exemple mettre à jour régulièrement la bathymétrie en dehors des périodes de crue. On va dire, OK, pendant la crue, aujourd'hui, je ne saurais pas faire, estimer la bathymétrie. Par contre, juste après la crue, je peux peut-être réaliser des enregistrements avec des stations stéréoscopiques, donc 2 caméras qui permettent de reconstituer la vue 3D de la rivière. Ça, c'est un système que propose par exemple Suntech dans leur système QC4. Je peux contourer le niveau d'eau à plusieurs hauteurs et arriver comme ça à cartographier la forme du fond, comme le fait Vortex sur sa station, ou je peux faire des scans LIDAR réguliers. Et je vais faire un petit focus sur cette méthodologie, puisqu'elle fait partie d'un sujet de la thèse d'Alexandre Bébon, qui est un doctorant que je co-encadre côté des TG, et qui est co-encadré par Guillaume Nord de l'Université de Grenoble et du laboratoire IGE, où Alexandre développe pendant sa thèse des systèmes, un système qu'il a appelé BATI-LIDAR, qui est un lidar vert et rouge installé sur un moteur pas à pas qui permet, il est installé à demeure, en berge ou sur un pont ou sur une passerelle, sur des câbles, et qui va venir faire des scans réguliers de la bathymétrie d'une section en travers. Aujourd'hui, ça ne marche pas en crue, on le sait. Par contre, on peut mettre à jour les bathymétries relativement rapidement après les crues. Ce qui est aussi intéressant dans le système développé par Alexandre dans le cadre de sa thèse, c'est qu'il s'attelle à faire des systèmes low cost et reproductibles. Et on voit par exemple ici le système BATI-LIDAR a un coût total de l'ordre de 400 € pour un appareil qui permet de faire des bathymétries régulières. C'est extrêmement intéressant. Alors on a parlé débit. En effet, le débit c'est super important, mais il n'y a pas que le débit dans la vie. Et on peut avoir des besoins hydrométriques autres que le débit, particulièrement liés à l'ingénierie, avec, j'allais dire, 2 thématiques. Évaluer, par exemple, quel est l'impact de structure dans l'eau sur les écoulements. Ça, c'est extrêmement important pour EDF. Ou à l'inverse, quel peut être l'impact des écoulements sur nos structures. J'ai mis l'exemple ici de l'incident du barrage de Roville en 2017, où il y avait eu une érosion très importante du coursier du barrage et des problématiques de sécurité associées forcément.
L'hydrométrie non intrusive, elle est extrêmement intéressante pour répondre à ces questions. Par exemple, l'analyse d'images par drone pour faire de la cartographie de courant 2D sur de grandes surfaces, ça permet vraiment, vous avez deux exemples ici, un exemple à l'aval d'un barrage où on voit les vitesses qui sortent des groupes turbinés. Et puis l'exemple à droite, c'est juste des vitesses à l'entrée d'un chenal et qui passent ensuite par des vannes. Et ça nous permet vraiment de comprendre le fonctionnement hydraulique à l'aval d'ouvrage ou l'impact d'ouvrage sur l'écoulement. Et par exemple, comprendre aussi où vont être les dépôts sédimentaires ou les zones d'érosion en fonction des vitesses. L'imagerie, elle peut aussi avoir un intérêt fort pour calibrer, valider des modèles hydrauliques. La plupart des modèles hydrauliques numériques qu'on développe aujourd'hui, ils sont 2D ou 3D. Ils sortent des résultats comme celui que vous voyez ici en haut à gauche, qui est le modèle de l'Isère sur la Combe de Savoie. C'est-à-dire qu'on voit bien où coule la rivière, les recirculations. Et en fait, l'imagerie, donc là, c'est des survols drones qu'on a pu faire au même endroit, permet très rapidement de voir si le modèle est dans les clous ou pas, en fonction des intensités, mais aussi des formes de répartition et des distributions des vitesses qu'on peut voir. Une autre thématique qui est d'intérêt pour EDF et que je souhaitais vous présenter, c'est les mesures des vitesses d'écoulement sur les évacuateurs de crues de barrage. En fait, on s'intéresse à savoir est-ce que l'eau qui circule à grande vitesse sur nos coursiers de barrage peut venir éroder le coursier, comme on l'avait vu dans le cas de la catastrophe ou l'incident d'Oroville en Californie, ou est-ce qu'on peut venir abîmer les terrains à l'aval? Et là, l'intérêt de l'analyse d'image, c'est que sur ces coursiers, les vitesses sont très rapides et elles ne sont pas accessibles directement puisqu'elles sont soit sur des lames déversantes, soit sur des évacuateurs de crues sur lesquels on ne peut pas aller. Par contre, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur la partie orthorectification, une hypothèse de base, c'est que la surface libre est plane, et que ça soit sur les évacuateurs de type saut à ski ou sur les lames déversantes, cette hypothèse n'est pas respectée, puisqu'il y a une forme. Mais heureusement, la thèse de Guillaume Baudard, lauréat du prix Henri Millon de la SHF d'ailleurs, qui a été co-encadré par EDF DTG, EDF R&D et INRA Lyon, soutenu il y a quelques années, en 2024, nous a permis de développer une méthode qui s'appelle la méthode orthocide pour pouvoir faire de l'orthorectification sur des surfaces cylindriques de géométrie connue. Rapidement, voilà, on part d'une vidéo d'un écoulement, par exemple ici sur un coursier. Avec le drone, on va aussi construire le modèle 3D du coursier, donc un modèle géométrique qui nous permet d'extraire le profil, la forme longitudinale du coursier. On peut à partir de ça générer un maillage, le maillage du coursier. On vient le projeter sur les images du coursier et on peut comme ça calculer les vitesses par exemple ici LSPIV, analyse d'image. On voit des vitesses jusqu'à 30 mètres par seconde, donc c'est assez rapide, qui vont suivre la forme du coursier. Une dernière application intéressante de l'imagerie ici, c'est qui est aussi extrêmement importante pour EDF, que mon collègue Thomas Morlot a présenté à la dernière conférence SHF Hydrométrie. C'est pour évaluer quels sont les risques aux abords des ouvrages hydroélectriques quand on a des gens qui viennent se baigner ou pratiquer du paddle, du canoë proche des ouvrages. Et là, c'est vraiment la vitesse de surface qui va générer le risque. Et les méthodes par imagerie ou par radar SVR, on voit ici qu'on a une combinaison des deux. Les petites vitesses en jaune, c'est les vitesses SVR, permettent d'estimer quel est le risque et donc de classifier la zone de risque en fonction de l'activité de baignade, de canoë liée à l'ouvrage et à la proximité de l'ouvrage. J'en arrive aux conclusions, puisque de toute façon mon temps arrive au bout. On a des techniques non intrusives qui, je pense, ont constitué une évolution vraiment majeure dans l'hydrométrie de ces 20 dernières années, que ce soit du radar Doppler ou de l'analyse d'images, avec, on l'a vu, de nombreux avantages liés au caractère non intrusif de la méthode, la sécurité, un déploiement rapide, on peut mesurer des crues, peu de maintenance et souvent un potentiel de spatialisation de la mesure, surtout pour l'imagerie, qui permet d'avoir des mesures sur des grandes surfaces. Mais on a aussi pas mal de challenges qui restent devant nous, liés forcément au caractère non intrusif de ces méthodes. On l'a vu, mais comment estimer correctement et de façon non biaisée la distribution des vitesses dans la section à partir des vitesses de surface? Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, en particulier quand les écoulements sont complexes. Comment mesurer la bathymétrie pendant les crues de façon non intrusive? Aujourd'hui, on n'a pas encore de solution, et c'est un problème pour les rivières dynamiques avec des changements bathymétriques réguliers. On aimerait aussi diminuer la sensibilité aux conditions environnementales, le vent, la pluie, que ces méthodes soient plus robustes aux perturbations environnementales.
Une grosse thématique qui nous reste à venir, on avait travaillé avec Jérôme un peu sur cette thématique, c'est comment calculer les incertitudes de ces méthodes non intrusives. On sait que les incertitudes sont plus importantes que pour les méthodes intrusives, puisqu'on doit faire pas mal d'hypothèses. On sait aussi qu'elles sont complexes à estimer, parce que plus le process de mesure est indirect, plus c'est compliqué. Et puis, quelque chose qui me semble être aussi clé, c'est d'arriver à standardiser et simplifier l'utilisation opérationnelle de ces méthodes non intrusives, parce que comme on l'a dit, c'est des méthodes qu'on utilise finalement particulièrement en cru, donc pas très souvent, et donc il faut qu'elles soient simples pour qu'on puisse les utiliser de façon opérationnelle. J'ouvre sur quelques perspectives. Alors, c'est des choix assez subjectifs, hein, mais je pense que l'avenir va nous amener vers des systèmes de mesure multiméthodes, en fait, avec des fusions multicapteurs. On aura du radar, de la caméra, du niveau d'eau, des mesures bathymétriques, tout embarqué, histoire de profiter des avantages de chaque technique. Et ça devra passer aussi par une réduction des coûts des capteurs. On ne va pas mettre 6 capteurs qui coûtent chacun 15 000 € sur une station hydrométrique. Donc, arriver à des capteurs simplifiés, reproductibles, qui nous permettront aussi de spatialiser les mesures et par exemple de mettre plusieurs radars sur une station pour voir où est la vitesse maximale ou de multiplier les stations pouvant mesurer des vitesses. Ça, c'est aussi un des aspects de la thèse de Alexandre Bébon que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui développe des systèmes de mesure de radar hauteur-vitesse et le système bathymétrique que je vous ai présenté tout à l'heure, le tout dans une optique low cost reproductible. Et on voit qu'on arrive à des coûts qui sont assez bas et qui deviennent intéressants pour multiplier le nombre de capteurs. On a aussi un besoin, je pense, d'élargir le périmètre d'utilisation de ces méthodes non intrusives. Aujourd'hui, elles sont bien adaptées pour les crues, mais si elles pouvaient l'être aussi pour les autres périodes, ça serait bien, pour des surfaces plus lisses, pour des vitesses plus faibles. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait d'aller aussi vers des mesures de débit ou de vitesse en temps réel, et donc d'arriver à des mesures directes du débit sans passer par la courbe de terrage, qui, dans pas mal de situations, surtout pour les rivières dynamiques, est quand même une approche où on a des approches où on considère que le contrôle hydraulique est stable pendant un certain temps, ce qui est rarement le cas. Le fait que, par exemple, l'analyse d'image passe par de la vidéo et que tout le monde a un capteur sur son téléphone, ça permet aussi de démocratiser ces approches. Il y a déjà, par exemple, comme le projet Crowdwater qui essaye de récolter des données issues de téléphones de citoyens pour déterminer des grandeurs hydrologiques. Donc, on peut aller là-dessus. Sur ces thématiques, sur l'analyse d'image en particulier, je pense que l'intelligence artificielle va aussi amener des apports, va nous permettre d'améliorer nos méthodes et de les rendre plus précises et plus robustes. Bref, je pense qu'on a encore de grands progrès à venir devant nous. On a une méthode qui est déjà opérationnelle, mais qui est encore en développement. Et j'en veux pour ça qu'en effet, c'est un domaine scientifique, technique, industriel qui est très actif. Je me suis amusé là sur Google Scholar, donc une base bibliographique, à faire une extraction du nombre d'articles publiés chaque année qui contenaient, j'ai été assez restrictif, LSPIV, rivière et débit. Et on voit en fait le nombre quasi exponentiel de publications. Moi, quand j'ai attaqué ma thèse en 2003, il y avait une dizaine de publications par an qui sortaient sur le sujet. Et aujourd'hui, je ne peux plus toutes les lire parce qu'il y en a plus de 300 qui sortent chaque année. Donc, en fait, il y a vraiment un engouement scientifique, mais suivi aussi par des industriels et par des entreprises qui proposent des solutions techniques. Et bien voilà, j'ai terminé la présentation et presque dans les temps. Et donc, je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions maintenant. Je ne sais pas comment on procède, Virginie, pour les questions. Ben, il y en a eu pas mal. Je ne sais pas si Jérôme a répondu à tout ou pas, mais on peut les C'est reprendre dans l'intérêt d'avoir l'ordre. Jérôme comme modérateur, c'est qu'il a suffisamment Exactement. de compétences pour répondre aux questions. Oui, il y en a eu pas mal, mais moi, j'ai fait que des réponses partielles, hein. Si tu veux, Alexandre, je peux t'en indiquer certaines. Oui, Il y a eu d'abord des questions sur les limites du radar SVR en termes de gamme de vitesse mesurable, oui. de relation à, mais ça, je pense que tu l'as évoqué, à la vitesse moyenne, de possibilité d'avoir un inclinomètre intégré ou pas, et l'impact de débris flottants sur la mesure du radar aussi. D'accord. Alors, il y a plusieurs modèles de radars possibles. On a des radars la plupart de nos radars travaillent sur des fréquences de 24 GHz, mais on a aussi des radars qui travaillent sur des fréquences de 60 GHz, qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Nous, la plupart des essais qu'on a faits, ce sont sur des radars 24 GHz.
Ce qu'on voit, c'est que la limite de détectabilité de vitesse, elle est liée quand même à l'état de la surface libre. C'est-à-dire, si on a des vitesses lentes, mais une surface libre rugueuse, alors ça n'arrive pas souvent, mais je ne sais pas pourquoi ça arriverait, on pourrait peut-être détecter. Là, je dis lent rapide, ce n'est pas quantitatif. En essai un peu formel, on se rend compte qu'en dessous de 50 cm par seconde, les radars commencent à avoir quand même des problèmes assez importants de qualité sur la mesure de vitesse. Beaucoup de dispersion et des biais associés. On a refait des tests il n'y a pas longtemps dans le laboratoire INRAE dans lequel travaille Jérôme sur un canal, et on voit qu'il faut vraiment 0,5 m par seconde, c'était un peu la limite. Voilà. Mais pareil, ce n'est pas une réponse absolue puisqu'elle dépend de la texture de la surface libre. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention aux conditions environnementales. Plus les vitesses sont lentes, plus le vent peut avoir un impact sur les vaguelettes de surface, par exemple. Et donc, on préfère utiliser ces méthodes pour des vitesses importantes aussi pour ne pas avoir de problèmes liés aux facteurs environnementaux. Ensuite, sur les radars de surface, en fait, il faut voir que dans l'ellipse qui est pas en solidifiée, mais mesurée par le radar, illuminée par le radar, on va dire, il va repérer plusieurs targets, c'est-à-dire plusieurs cibles, et avoir leur vitesse là-dedans. Et donc, en fait, tout ce qui passe peut faire un décalage Doppler. Donc, ça peut être des vaguelettes, mais ça peut aussi être des débris qui passent. Donc, tout ça peut servir si c'est représentatif de la vitesse de surface. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu ici, je crois que Si, ouais, et ça recoupe certaines de mes réponses. Du coup, je vais focaliser sur des points auxquels je n'ai pas vraiment répondu plutôt, oui. parce que sinon, nos réponses sont assez proches. Il y avait une question notamment, comment fait-on pour identifier la ligne d'eau avec une méthode par analyse d'image, puisqu'elle peut varier longitudinalement et latéralement? Voilà. Et il y a aussi, du coup, voilà, le fait que la surface n'est pas plane en crue, comment on gère ça? Et puis la source d'erreur que constitue le niveau d'eau aussi, je pense. Oui. Alors, identifier la ligne d'eau, ça dépend quelle est l'application qu'on va en faire. Si c'est mesurer une hauteur d'eau, dans ce cas-là, on va plutôt s'atteler à la mesurer au niveau de notre échelle millimétrique, en tout cas au niveau de la station. Et donc, peut-être que la problématique de la pente longitudinale ou de la pente latérale sera moins importante, parce que finalement, la mesure par imagerie sera comme une mesure qu'on ferait avec un autre capteur, c'est-à-dire une représentation locale de la hauteur d'eau qui nous permet après de constituer un limnigramme et de constituer un hydrogramme. Par contre, si par exemple, quand on fait une mesure par analyse d'image de débit, si on n'est pas sur un site où il y a une station hydrométrique, on va devoir en effet identifier sur les images quelle est la hauteur d'eau. Et là, ça peut être une composante très importante de l'incertitude finale. Le cas de Cauterets que je vous montrais tout à l'heure, on l'avait quantifié dans un article de Raphaël Le Boursicot il y a quelques années déjà, mais on voyait que le fait d'avoir des vagues de surface qui pouvaient être de plusieurs dizaines de centimètres, ça fait que la surface mouillée était estimée avec une incertitude très importante. Et donc, en conséquence, le débit était estimé aussi avec une incertitude très importante. Donc, tout ça, voilà, ça dépend un peu de l'application, ça va dépendre de à quoi ressemble la ligne d'eau. Peut-être que la question portait aussi sur comment identifier de façon automatique la ligne d'eau sur les images. Je ne sais pas s'il y avait ça dedans. Mais dans ce cas-là, il y a des méthodes qui existent. Il y a des entreprises d'ailleurs qui font ça très bien, des très bons produits sur étagère, pour ne pas citer Tenevia par exemple, qui peuvent mesurer des hauteurs d'eau en rivière au niveau des échelles millimétriques. Donc c'est possible par analyse d'image, oui. Ok, il y avait une question sur les essais infrarouges pour les mesures de nuit. Oui. Et que Alors, c'était très concluant en général, mais qu'il y a au moins des caméras, mais extrêmement coûteuses, qui marchent pour sûr, mais à 40 ou 50 000 euros la caméra. Donc, oui, peut-être même plus. En effet, le problème des capteurs thermiques infrarouges aujourd'hui, c'est que si on reste dans des gammes des petits capteurs non refroidis, en fait, ils auront souvent des résolutions en termes de pixels et en termes de delta de température qui ne sont pas très importants.
Et dans des rivières, surtout les rivières dynamiques, en fait, le brassage, il est rapide, et donc le brassage thermique, il se fait plutôt bien aussi. Et donc, il y a assez peu de différence de température. Nous, les quelques essais qu'on a pu faire avec des petites caméras thermiques infrarouges n'étaient pas très concluants. Mais en effet, l'université de Cornell à New York, par exemple, a publié, Todd Cohen à New York, a publié plusieurs articles très intéressants en utilisant des caméras thermiques infrarouges refroidies par hélium liquide qui coûtaient presque 100 000 euros, je crois d'ailleurs, qui permettaient d'accéder à des résolutions telles qu'on se mettait à voir la turbulence en termes de différence de température. Et là, c'est très intéressant parce qu'en effet, on n'a plus le problème d'éclairage. C'est d'ailleurs de meilleure qualité la nuit que le jour parce qu'on n'a pas les problèmes d'interférence avec le spectre solaire. Mais aujourd'hui, ça reste des solutions qui sont du domaine de la recherche ou très spécifiques, mais pas encore du domaine de l'opérationnel. Ça changera sûrement, hein, et peut-être que les solutions thermiques infrarouges seront intéressantes bientôt. Avec l'Université de Grenoble, il y a eu l'occasion aussi d'installer une caméra multispectrale. On avait commencé à regarder un petit peu ce que donnaient les résultats. Pareil, ça a l'air encore assez compliqué par rapport à l'information qu'aujourd'hui fournit le visible, où là, on a des résolutions qui sont voilà, chaque année plus importantes et qui nous permettent de voir des choses très fines. Sachant que le visible peut être quoi? L'éclairage on peut ajouter des éclairages additionnels sur du visible pour réussir à voir des choses. Et des fois, on a certaines stations hydrométriques où l'éclairage urbain suffit quand on est en ville, par exemple, suffit à éclairer la Seine et avoir des mesures de qualité sans éclairage additionnel. Ok, il y avait aussi, alors, sur la relation vitesse max, vitesse moyenne par la loi de l'entropie. Il y avait une question, donc ça marche bien sur des rivières alluviales, même complexes, comme tu as montré. Est-ce que sur des sections plus anthropisées, avec des seuils, des ponts, qu'est-ce que ça donne? Et il y avait une question un peu dans ce goût-là aussi, est-ce qu'on peut envisager une mesure de débit au-dessus d'un écoulement en lame déversante? Pas exactement la question, mais Ouais. la réponse peut être un peu couplée. Exactement. Alors, la première partie, le problème de la loi de l'entropie telle qu'elle est écrite, c'est que le lien, il est entre la vitesse maximale dans l'écoulement et la vitesse débitante. Donc, la vitesse maximale, quand les sections sont complexes, déjà, elle n'est pas toujours au même endroit dans la rivière. Si on a une rivière qui va déborder, va venir sur une plaine d'inondation, on peut imaginer que la vitesse maximale, elle ne sera plus au même endroit que ce qu'elle était quand la rivière coulait uniquement dans son liminaire. Donc, il faut être capable d'avoir un système de mesure qui permette d'identifier où est la vitesse maximale sur la section. D'où l'idée de l'imagerie qui permet de spatialiser ou d'avoir plusieurs radars sur une section pour attraper la vitesse maximale et ses variations spatiales en fonction du débit. Mais on a aussi certaines situations compliquées, d'écoulement complexe, où la vitesse maximale ne sera plus en surface et elle va être décalée un peu vers la profondeur. Et là, les vitesses non intrusives ne permettront pas d'attraper ça. Donc, il y aura sûrement des limitations. Malgré tout, normalement, nos stations, pour la mesure de débit en tout cas, nos stations hydrométriques, elles sont plutôt installées dans des zones où on a fait attention à ce que le tronçon soit uniforme, il soit le plus simple possible, pour justement, dans nos activités hydrométriques de tous les jours, ne pas avoir trop de problèmes. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de sites où les critères seront bons pour qu'on puisse appliquer cette loi entre vitesse de surface et vitesse débitante. En tout cas, nous, sur notre réseau de mesure, voilà, sur les 200 stations, c'était bon à peu près partout. Et les seuls endroits, finalement, on a eu des lois qui n'étaient pas tout à fait bien adaptées. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était surtout parce que c'était des stations où les agents ne réalisaient pas les jaugeages au même endroit, par exemple à l'étiage et en crue. Donc finalement, on avait un jeu à bas débit qui était fait à une section, voilà, dans une passe bas débit, par exemple. Et puis à haut débit, ils allaient faire la mesure plus loin, quelques kilomètres à l'aval. Et donc forcément, là, le lien vitesse maximale, vitesse de surface n'avait plus de sens sur la gamme des débits. Sur la mesure des débits sur une lame déversante, je pense qu'il faut être prudent. Quand on arrive dans des écoulements qui sont aérés, comme celle qu'on a montrée sur des barrages, là, non, en effet, il devient très compliqué d'estimer un débit, puisqu'en fait, déjà, on n'a pas la hauteur de la lame déversante, la tranche d'eau. Et en plus, dans cette tranche d'eau ne coule pas que de l'eau, c'est un écoulement avec beaucoup d'air.
Et donc, même si on arrive à mesurer des vitesses, je pense qu'on ne peut pas vraiment estimer des débits pour l'instant. En tout cas, je ne m'aventurerai pas à faire ça pour l'instant. Par contre, sur des seuils, je sais que Jérôme l'a déjà fait à certains endroits, je crois que c'était à Mayotte, ou des mesures sur des seuils épais. C'était pas une lame déversante, mais au moment où l'écoulement était accéléré sur le seuil, là, on peut encore tirer une information puisque l'écoulement n'est pas aéré et on n'a bien que de l'eau qui coule sur la lame déversante. Ouais, une question aussi sur est-ce qu'il existe des retours d'expérience sur la mise en place de suivi mobilisant des observateurs de la société civile, donc riverains, élus, etc., mise en œuvre, pertinence et exploitation des données. Et il y avait une question précédente sur le coût des traitements aussi d'un jaugeage vidéo, par exemple. Je pense que. Le coût en temps ou le coût Je pense, ouais. Oui, je pense que c'est ça. Alors, ouais. Alors, des expériences avec. Ouais. Vas-y. Des expériences où on a pu mobiliser des riverains, je pense que c'est une RAE qui a eu l'expérience peut-être la plus poussée en France. Dans d'autres pays, il y en a eu aussi. Et en fait, on arrive assez rapidement sur la problématique de mobiliser des citoyens pour aller faire des mesures à côté de rivières en crue, ce qui est dangereux. Et en fait, quand on a voulu diffuser des informations autour de tiens, est-ce que les mairies pourraient informer leurs concitoyens pour dire est-ce que vous pouvez sortir pendant les crues pour aller sur le pont faire des mesures? Et ben, les services publics n'étaient pas très partants et ça peut se comprendre. Donc je pense que c'est peut-être une des difficultés, c'est comment trouver le cadre qui fait que les gens restent en sécurité tout en allant faire ces mesures. Par contre, le crowdsourcing, il se développe sur des thématiques hors des crues. Le projet Crowdwater que je montrais tout à l'heure, il est aussi là, par exemple, pour estimer les cours d'eau intermittents, donc quand il y a de l'eau, quand il n'y a pas d'eau. Et donc, c'est mis, par exemple, dans des parcs nationaux, sur des chemins de balade, où on demande aux gens de faire une photo à cet endroit précis et de l'envoyer une adresse, ce qui permet aux équipes derrière de savoir si à telle date donnée, la rivière était en eau ou pas en eau. Donc, il y a d'autres thématiques que les crues sur lesquelles on peut mobiliser du crowdsourcing. Le temps et l'implication pour dépouiller un jaugeage, il est très dépendant en fait j'allais dire c'est comme tout outil de l'habitude qu'on a en fait au dépouillement. Donc là, il n'y a pas vraiment de réponse ultime. Ça dépend aussi de beaucoup d'autres paramètres, c'est-à-dire que si on a une mesure qui est faite à un endroit où on connaît bien la bathymétrie, où on a déjà des jeux de jaugeage qui permettent de connaître le coefficient qui passe de la vitesse de surface à la vitesse moyenne sur la profondeur, qu'on a une mesure par drone facile à analyser, moi je pense qu'en quelques minutes, je peux calculer un débit, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, si la bathymétrie était faite, mais pas en même temps, puis avec un appareil, et puis il faut la recoller avec une bathymétrie faite avec un théodolite, parce qu'on a fait de la bathymétrie à la DCP à bas débit, du théodolite à plus haut débit, et puis pendant la crue, il faut venir recoller la hauteur d'eau parce qu'elle est mesurée par une station plus à l'amont, et puis j'ai fait une mesure au téléphone qui bouge, et puis les points de repère, je suis pas trop sûr. Voilà, tout va venir beaucoup plus complexe. D'où aussi là un point que je marquais, d'où dans notre équipe aujourd'hui à DTG un point important, c'est vraiment d'essayer je sais que d'autres équipes le font aussi, d'essayer d'automatiser, de simplifier la façon dont on fait sur le terrain pour être sûr de revenir toujours avec les éléments qui vont bien pour arriver à un débit à la fin. Voilà. Donc il y a certaines DREAL qui avaient publié des modes opératoires, par exemple, où elles avaient défini un site où l'agent devait se placer avec son téléphone, viser dans telle direction pour être sûr d'avoir à peu près toujours le même point de vue, pour être sûr que les sections tombaient bien dedans et qu'il y avait tous les paramètres pour faire. Donc je pense qu'une grosse part, le traitement finalement, quand on revient avec toutes les données qui vont bien, on a gagné. Et souvent, parce qu'on perd encore des fois sur certaines mesures non intrusives, et quand on perd, c'est qu'en fait, il nous manque une donnée, quoi. Il nous manque une hauteur d'eau, il nous manque des points de repère, on n'arrive pas à les reprendre après. C'est là où on ne va pas y arriver. Donc, je pense que mettre l'accent sur revenir du terrain avec toutes les informations nécessaires, c'est vraiment le point clé dans la réussite de la mesure après. Les logiciels, après, s'ils ont tout pour tourner, ils tourneront facilement. Ouais, il y a un point important que Jean-Nicolas vient de pointer, c'est le problème de la bathymétrie qui a pu évoluer entre le moment où on a pris la vidéo ou fait les mesures radar et puis le moment où on peut mesurer avant ou après. Ça, dans certains cas, ça peut être une source d'erreur très importante.
Ouais, tout à fait, une grosse source de biais. Alors, l'idée de réactualiser les bathymétries avec ces systèmes, comme on a vu, là j'en ai présenté euh, plusieurs fois, quoi, aussi rapidement que possible, c'est une solution intéressante. Par contre, on sait bien que certaines rivières, pendant la crue, ne présentent pas le même profil bathymétrique que ce qu'on peut avoir juste avant ou juste après la crue, parce qu'on a des phénomènes d'érosion des peaux qui se font pendant l'épisode de crue. Et là, malheureusement, tant qu'on n'aura pas une solution non intrusive pour mesurer en même temps que les vitesses la bathymétrie, eh ben, on portera toujours une incertitude et un biais lié à ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, alors c'est un beau sujet de recherche, hein, s'il y en a qui ont des idées disruptives voilà, pour mesurer la bathymétrie pendant les crues, c'est super. Je pense que c'est vraiment un point clé pour les prochaines années pour arriver à des mesures de débit complètement non intrusives. Après, il y avait au moins une question, voire deux, sur la possibilité de mesurer des cours d'eau intermittents ou du ruissellement à l'aval d'un pont, je pense en ville par exemple, avec du radar. Tu peux répondre aussi pour de la vidéo, je pense. Et je pense qu'il y a le côté écoulement très peu profond, ce qui est sur un lit qui est généralement sec, et écoulement aussi très dynamique, par exemple un front de début de mise en eau, des choses comme ça. Il y a Mhm. des cas dans les oueds en zone semi-aride. Oui. Oui, oui, en effet. Alors, pour le radar, je n'ai jamais fait l'essai, mais je crois qu'il n'y a pas de limitation, puisqu'on mesure des vitesses vraiment très superficielles. Euh, et pour l'imagerie, en fait, là, on a eu des applications. Quand je travaillais en Norvège, on avait fait des applications sur des crues urbaines où on mesurait en fait des écoulements centimétriques sur du bitume. Et en fait, c'est l'intérêt de ces méthodes non intrusives, hein, c'est qu'on n'a pas de limitation en termes de vitesse ni en termes d'épaisseur de lame d'eau. Euh, Par contre, là, je parle bien de vélocimétrie, c'est-à-dire pour le calcul du débit, je pense qu'il y a pas mal d'autres problèmes hydrauliques qui se posent sur ces écoulements très rapides, très peu profonds. En termes de mesure du champ de vitesse, c'est possible. Il faut des fois adapter, par exemple, sur des écoulements qui sont extrêmement rapides et de petite échelle, on va devoir adapter, par exemple, la fréquence du nombre d'images par seconde de la vidéo pour être sûr de ne pas avoir des déplacements qui sont trop grands entre deux images consécutives. Donc, on peut utiliser des caméras rapides, super rapides, 100, 1000 images par seconde pour réussir à... Voilà. Donc, si on a les moyens techniques, il n'y a pas de problème, hein, on peut mesurer toutes les vitesses avec de l'imagerie, il y a pas de limitation. Et c'est aussi l'intérêt de ces méthodes, c'est de pouvoir faire des mesures avec très rapidement. Et on peut mesurer des vitesses de front. On l'a fait dans le cadre d'un article avec Jérôme, d'ailleurs, sur un torrent de Maurienne, où on avait un écoulement par pulsation. Et on peut avoir ce genre de mesure des pulsations et donc des évolutions de la vitesse, puisqu'on peut faire en fait des mesures sur très peu de temps et donc cartographier les vitesses en très peu de temps et donc accéder à des vitesses, pas des vitesses turbulentes quand même, ou alors il faut vraiment des caméras avec des nombres d'images par seconde extrêmement importants, mais au moins des pulsations globales du champ de vitesse, oui, oui, c'est tout à fait adapté. Par contre, c'est vrai que parfois on mesure des éléments qui ne se déplacent pas à la vitesse de l'eau, en fait. Enfin, Oui. si on a une Mhm. onde ou un front d'onde qui ne se déplace pas à la vitesse de l'eau, on va capturer la vitesse de cette onde ou de cet élément. On a le Oui, même c'est cas pour les ondes de surface, hein, d'ailleurs. ouais, pour les ondes de surface ou pour d'autres écoulements comme des laves torrentielles sur lesquels les techniques par imagerie ont été utilisées. Et là, en effet, on mesure la vitesse des blocs et donc on mesure ce qu'on voit avec les mesures par analyse d'image. Et c'est pas toujours la vitesse de l'eau, en effet. Ok. S'il y avait une question aussi sur l'applicabilité de ces méthodes sur des zones influencées par des remous ou par la marée. Je Pour de la débimétrie ou pour pense ouais, que je sais pas. c'est pour de la débimétrie, oui. En termes de vitesse, ce qu'on a répondu avec Jean-Nicolas, c'est qu'en termes de vitesse, c'est les limitations habituelles. Enfin, il y a pas... Oui, Par contre, pour passer au débit, là, je pense que ça peut être plus compliqué. oui, oui. Bah, il y a des stations hein, qui sont influencées par la marée, qui ont été équipées avec des systèmes. Je sais que j'avais vu une station du système SEBA qui était installée dans des sites influencés par la marée. Le problème, en effet, c'est quand on a les retournements d'écoulement avec la marée, en fait, ils ne sont pas de façon homogène, ni sur les vitesses latéralement, ni sur les vitesses verticalement.
Et donc, on aura vraiment des énormes variations entre la représentativité de la vitesse de surface et la vitesse moyennée sur la profondeur. Là, c'est plus l'histoire d'un coefficient alpha unique qu'on applique partout. Et c'est sûrement applicable, mais dans ce cas-là, il va falloir vraiment faire un modèle très précis de comment la vitesse de surface est représentative de la vitesse moyennée sur la profondeur en fonction des cycles de marée et en fonction de l'inversion du courant. En tout cas, pour la vitesse de surface, là, il n'y a pas de problématique associée. Oui. J'ai l'impression qu'on a à peu près tout couvert. S'il y avait une petite question quand même sur doit-on se positionner dans un tronçon droit, rectiligne, pour éviter des courants secondaires et faciliter rendre plus précis l'intégration verticale, en fait, le coefficient. Aucun doute là-dessus, je l'ai précisé un moment. J'aurais même dû commencer par ça. Quand je l'ai dit, je me dis que j'aurais dû commencer par ça. On est sur une. Alors, pour la démimétrie, on est sur une méthode hydrométrique et comme toutes les méthodes, plus le tronçon sera uniforme, plus simple, plus juste seront les hypothèses hydrauliques qu'on va faire derrière. Ce coefficient, vous avez vu, 0,85, il vient d'une hypothèse d'écoulement, turbulence pleinement développée, la loi de la paroi. Si on a des obstacles, des singularités, on n'aura plus la même distribution verticale de vitesse. Et donc oui, le choix de la section, d'où l'intérêt aussi du drone, que je disais, c'est que des mesures par drone, par imagerie ou par radar, on est souvent limité au pont quand on a des écoulements un peu grands et on sait qu'à l'aval des ponts ou à l'amont des ponts, ce n'est pas toujours les meilleurs sites en termes d'hydraulique. Faire des mesures avec un drone volant, ça permet de se dégager un peu des singularités et d'aller chercher des zones qui sont plus simples en termes d'hydraulique et donc de limiter derrière les risques de biais dus à nos hypothèses hydrauliques. Ok, ben là on a fait le tour des questions que j'avais notées, mais il y en a des nouvelles. Là, tu en as une, je ne sais pas si tu la vois, sur le LIDAR. Pourquoi l'utilisation d'un couplage rouge et vert et non pas seulement vert? Finalement, alors, parce qu'Alexandre Bébon serait plus à même que moi de répondre à cette question, je peux dire, mais en fait, les deux radars présentent finalement des avantages et des inconvénients. Et le radar vert n'est pas forcément le plus pénétrant dans toutes les situations. En tout cas, on se rend compte de ça en expérimental. On a aussi des problématiques liées à la puissance des radars et au fait qu'un radar rouge est plus facile à déployer En fait, si on veut aller plus profond avec un radar, il faut augmenter la puissance d'émission du radar et après on commence à être limité par la réglementation parce que voilà, ça devient dangereux d'avoir des lidars de haute intensité. Et le lidar rouge permet de monter un peu plus d'intensité. Je ne sais pas si Alexandre, c'est donc le doctorant qui travaille sur ce sujet. Et si tu veux prendre la parole pour ajouter quelque chose là-dessus. Je suis là, si vous m'entendez. Oui, si tu veux rajouter un quand point. on est dans le visible, on a les mêmes contraintes de réglementation en termes de puissance pour la sécurité laser. Et certains industriels comme Geolux, par exemple, ont fait le choix de rentrer dans l'infrarouge. Donc, quitte à perdre en pénétration dans l'eau, ils gagnent en puissance admissible du point de vue de la sécurité laser. Donc, nous, sur notre système, on choisit de rester dans le visible pour favoriser la pénétration dans l'eau. Mais voilà, c'est un choix qui peut être modifié suivant les contraintes d'installation. Merci. Ok, parfait. J'ai répondu à une autre question de Xavier sur l'ergonomie de FUDAL SPIV. Et, Il y avait une critique? Non, je pense pas, mais le nouveau logiciel qu'on est en train de développer, là, Olive, va beaucoup évoluer en termes d'ergonomie par rapport à FUDA, même si on a un petit peu simplifié l'utilisation de FUDAL SPIV là, dans la dernière version 1.12 qui vient de sortir, ou qui va sortir d'ailleurs, je crois qu'on ne l'a pas encore diffusé au-delà des journées utilisateurs. Donc effectivement, il y a une version de FUDA 1.12 qui est ergonomiquement un peu plus simple, mais le nouveau logiciel devrait l'être beaucoup plus. Voilà. Je vois qu'il y avait un complément à la question sur le LIDAR, c'était est-ce que le système permet de faire du scan de section ou du scan grande échelle. Là, dans le système tel qu'on développe dans la thèse d'Alexandre Bébon, on est bien sur un système de scan de section.
Le lidar est installé par exemple sur un pont et en fait il a un moteur pas à pas qui va lui permettre de scanner différents endroits d'une section. Donc on est bien sur un scan uniquement sur transversal. On ne fait pas une cartographie du tronçon. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui on est limité à la bathymétrie d'une section en travers. Mais comme le système coûte 400 €, on pourrait aussi en mettre plusieurs et avoir plusieurs sections si le besoin était là. Ok, ben j'ai l'impression que c'est tout bon pour les questions. Enfin, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à l'indiquer. Et si ça vous vient plus tard, je pense qu'Alexandre, moi et les autres, on reste disponible par email notamment. N'hésitez pas à nous écrire. Je vois que Virginie a des questions quant à la disponibilité de la présentation après en replay ou tout ça. Peut-être vous pouvez donner quelques infos sur ce point-là, même si vous l'avez déjà dit en début. Mais... Pour le replay, oui, il sera mis en ligne sur donc, la chaîne YouTube de la SHF qui est SHF-6 Hydro. Si vous voulez vous abonner à la page, ça sera disponible certainement en milieu de semaine prochaine. Voilà. Et puis si vous avez des questions et que vous me les posez par mail, je vous les renverrai. J'en profite juste pour dire que le groupe Doppler hydrométrie, il est ouvert à tout le monde, alors presque, parce que pour l'instant, on n'intègre pas les fournisseurs commerciaux d'instrumentation ou de solutions de produits, mais par contre, il suffit de nous écrire, enfin de m'écrire pour être inscrit à cette liste de diffusion, il n'y a pas de souci. Et que le service central Vigicru organise le 9 septembre à Marseille les journées de l'hydrométrie. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est également possible d'y assister. Voilà, c'était la dernière petite page de pub avant de rendre l'antenne.